Bien, nous avons pas mal de monde autour de la table. Je vais vous les présenter les uns après les autres. On va commencer avec vous, Tony Prézot. Vous êtes responsable du CEA Tech de Nantes. Ne vous inquiétez pas, les micros ils sont branchés, il n'y a rien à toucher. Logiquement, ça fonctionne très bien. C'est piloté par la régie juste en face. Ce qu'on peut dire, c'est que celui qui occupait ces fonctions avant vous, il a montré que la recherche, ça pouvait être appliquée à l'industrie, puisque évidemment, comment ne pas parler de success story qu'est Life. Et je vois les anciennes collègues aussi qui sont ici. Donc Life montre bien qu'on peut justement faire cette production locale et qu'il y a ce transfert qui se passe de la recherche à l'industrie. Alors c'était pour le clin d'œil bien sûr. On est là pour parler en fait des verrous qui peuvent encore être levés. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup à une époque où on a l'impression que l'hydrogène, tout s'accélère et que les déploiements se préparent? Comme Christophe Gossin nous l'a indiqué, on n'a plus le temps. Donc il faut travailler sur tous les sujets, il faut augmenter la fiabilité, il faut augmenter la puissance, il faut travailler sur les matériaux. Enfin, si on remplace des systèmes polluants par des systèmes qui utilisent aussi des matériaux qui sont difficiles à extraire, c'est pas la solution. Donc il faut vraiment travailler sur tout, sur la partie production, transport, stockage, etc. Donc, on va peut-être expliquer quelle est cette mission finalement du CEA Tech qui crée un petit peu de lien finalement entre les différents académiques au niveau régional et entreprises aussi d'ailleurs. Alors on a un rôle national et un rôle local. Le CEA dans son ensemble travaille sur l'ensemble de la filière, essaie de fournir des électrolyseurs, des solutions de mobilité, travaille sur les piles, travaille sur les différents usages, plus modestement, plus localement. Au niveau de Nantes, on a parlé de la filière maritime qui est très importante, avec des enjeux de puissance, des enjeux de fiabilité qui sont aussi clés. Et notre rôle à Nantes, c'est de travailler sur cette filière maritime et puis de mettre au point, de fiabiliser ces systèmes pour arriver aux puissances qui sont nécessaires, dont on a parlé juste avant. Alors, on aura l'occasion de constater que les différentes entités qui sont là, en fait, travaillent en coopération. C'est ce qui fait le charme, bien sûr, du travail en réseau. Je propose qu'on aborde cette table ronde en parlant de production par électrolyse. Et ensuite, on parlera des différents modes de stockage, gazeux, liquide et même solide, à un moment. Jérôme Degnaud, donc, vous représentez Comeka. C'est une société, alors vous pouvez peut-être la présenter en quelques mots. Vous travaillez avec les fabricants d'électrolyseurs. Bonjour, donc Comeka, c'est un spécialiste de la distribution, de la gestion et de la conversion de puissance, conversion d'énergie électrique. Il en faut beaucoup pour fabriquer l'hydrogène. De ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, on parlait de gigawatts. Il faut beaucoup d'électricité et beaucoup de convertisseurs. Donc c'est notre spécialité, Comeka. Nous avons d'ailleurs eu une entité sur le Mans, une centaine de personnes qui design, conçoit et produit donc des convertisseurs de forte puissance qui permettent donc d'alimenter les électrolyseurs et donc de fabriquer cet hydrogène. Et donc, vous allez monter une chaire industrielle avec l'Université de Nantes. Tout à fait. Donc, c'est un projet aujourd'hui qu'on a mené depuis quelques années, depuis que notre groupe a choisi comme axe stratégique de développement l'hydrogène, le segment de l'hydrogène. Et depuis 2 ans, nous œuvrons avec des laboratoires, le laboratoire IRENA donc, à Nantes, sur une possibilité de collaboration pour développer un système de surveillance, de diagnostic de la chaîne de conversion. Faut savoir que nous sommes, nous, industriels, et on connaît le milieu, et puis on a une expérience depuis plusieurs années sur le matériel installé. Les électrolyseurs, aujourd'hui, c'est un nouveau marché pour lequel il n'y a pas forcément de retour d'expérience. Et c'est sur quoi nous avons basé en fait ces stratégies de développement, cette chaire, c'est de chercher une solution qui permettra, grâce aux convertisseurs associés à l'électrolyseur, de diagnostiquer et de pouvoir faire une maintenance préventive sur le matériel. Donc cette chaire régionale d'application, aujourd'hui, va vraiment entrer en vigueur dans les mois qui viennent.
donc encore une fois avec le laboratoire IRENA. C'est important de préciser, peut-être, je ne sais pas si autour de la table on précisera, ce que c'est une chaire. Nous, étant industriels, on n'est pas forcément... on ne connaît pas forcément ces systèmes-là en fait d'aide. Je ne sais pas si on va l'évoquer ou si vous voulez, je peux en parler. Malek Ganès en anime une, donc je crois qu'il pourra en parler aussi. Voilà, bon, je pourrais après, si vous voulez, évoquer un peu plus les solutions de chair, en tout cas, la solution sur laquelle on va travailler par la suite. Alors, juste une petite précision, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a un atelier collectivité qui est dédié et ceux qui sont inscrits peuvent y aller dès maintenant. C'est sur une salle sur le côté et ici vous restez par rapport au parcours général, bien entendu. Vous pouvez dire dès maintenant ce que vous attendez effectivement de cette coopération. Oui. Alors tout à fait. Donc cette coopération, donc la chaire est globale. Hein. C'est pas que une thèse CIFRE. On entend souvent parler de thèse CIFRE au sein d'une industrie en partenariat donc avec un laboratoire et un doctorant. Cette chaire, elle va accompagner l'industriel pendant 3-4 ans sur plusieurs aspects. D'abord, donc évidemment un sujet de fond pour lequel on a besoin d'innover, de proposer une solution demain industriable. Et puis, autour de ça, on va avoir des moyens d'essai en lien avec le laboratoire, également des formations du personnel. Étant dirigeant d'une entreprise, j'ai tout à cœur d'avoir un personnel qui est compétent tous les jours et qui maintient ses compétences et qui évolue avec le monde et ses nouveaux segments de marché. Et formation, moyens d'essai, et puis également des ingénieurs qui seront basés au laboratoire, donc IRENA, et qui travailleront sur des problématiques pour lesquelles nous avons décidé d'approfondir nos compétences. Voilà un peu le sujet, et en tout cas la chaire, ce que c'est. Plus précisément sur nous, notre besoin, encore une fois, c'est un diagnostic. Nous avons déjà évoqué ce sujet avec Helogène, qui est un client pour nous, mais aussi avec Life par ailleurs, qui nous accompagne sur cette chaire, et d'autres industriels d'électrolyseurs. Nous, l'objectif, encore une fois, c'est d'utiliser notre matériel électrique comme une sonde non intrusive qui permettra demain d'aller mesurer, capter le vieillissement du matériel et prédire, faire des prédictions sur les besoins de maintenance. Ce qui est, encore une fois, à l'échelle industrielle de la production d'hydrogène, hein, on parle encore une fois de gigawatts, est essentiel pour la bonne santé et puis maintenir notre outil de production à l'avenir. Très bien, je le disais, Malek Ganès, donc vous êtes enseignant-chercheur à l'École centrale de Nantes. Il y a une chaire industrielle, ça concerne les véhicules électriques avec Renault. Oui, déjà, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Ouais, donc, ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on développe cette chaire-là avec Renault. Donc, je dirige la chaire et elle porte principalement sur l'amélioration des performances des véhicules électriques à base de batteries. Et effectivement, c'est plus global que les tests CIFRE. Donc, elle est définie sur 3 grands axes de recherche. Donc, il y a un axe qui porte sur le contrôle des moteurs de propulsion et aussi des convertisseurs qui permettent de faire la conversion de l'énergie. Il y a un deuxième axe qui porte sur plutôt la gestion et le contrôle de la charge des batteries, charge et décharge des batteries. Et un troisième axe un peu moins important que les 2 autres axes, qui est plutôt sur le contrôle du véhicule électrique hybride principalement série. Et dans ce cadre-là aussi, on a défini, c'est important parce qu'on parlait tout à l'heure de la formation, on a défini un programme de formation qu'on a soumis auprès de l'Europe et qui a été accepté en 2019, labellisé par l'Europe, ce qu'on appelle les Masters Erasmus Mundus, qui porte le nom d'EPICO. Voilà. Alors donc Renault maintenant se lance dans l'hydrogène, donc les travaux que vous allez faire, ça peut les intéresser. Et on va parler plus précisément d'un projet qui s'appelle Genius H2. Voilà. Donc je vais d'abord parler du contexte de ce projet Genius. Effectivement, ce projet-là, il est né notamment par rapport à la prospective aux activités de la chaire. Avec Renault pour faire de la propulsion électrique à base de l'hydrogène. Et donc c'est en 2019, suite à cette prospective-là et à la feuille de route
sur l'hydrogène qu'a lancé la région. Donc j'avais déposé avec l'école centrale ce projet-là et il a été labellisé, financé par la région, l'État, Nantes Métropole et le FEDER aussi qui participe au financement en 2021. Donc c'est tout récent, fin 2021. Et l'objectif, c'est vraiment d'apporter une rupture technologique en termes de plateforme de test sur le plan académique. Je dis bien sur le plan académique. Et donc, on va changer de dimension. On va construire un bâtiment qui sera un site multi-énergie dans lequel, donc à l'échelle 1, on vise des puissances allant jusqu'à 200 kW. Et dans lequel donc on va produire de l'hydrogène à partir des électrolyseurs à base de l'électricité verte, donc en utilisant des énergies renouvelables. On va pouvoir aussi le stocker dans des bonbonnes à hydrogène et puis après le transformer pour pouvoir le consommer, donc le transformer en électricité. Donc on va assurer le processus production, stockage et consommation de l'hydrogène. Et nous, on travaille beaucoup plus sur les méthodes, on va dire, d'optimisation de l'énergie électrique. Et donc ce projet-là, il vise aussi à définir et à tester des gestions intelligentes de l'énergie électrique avec des architectures de puissance en utilisant principalement des techniques de numérique. Particulièrement les méthodes de l'automatique, l'IA, on parle beaucoup de l'IA, l'intelligence artificielle, l'informatique temps réel, et on vise dans ce cadre-là deux applications principales, les applications embarquées en lien avec la Cher et Renault notamment, sur la propulsion électrique à base de l'hydrogène, mais aussi pour des applications stationnaires, pour faire de l'interaction avec le réseau principal, pour étudier tous les services réseau, mais aussi on vise des applications sur sites isolés, voilà, de type île. Actuellement, par exemple, on a un partenariat avec Poidian dans le cadre d'une test CIFRE sur la gestion optimisée d'énergie dans un micro-réseau comportant à la fois des piles à combustible, des batteries pour aller alimenter l'île de La Réunion. Voilà. C'est beaucoup plus dans ce sens-là. Et je finirai juste par rapport au projet. Donc c'est un projet qui permet bien évidemment de renforcer les collaborations inter-académiques, inter-établissements, inter-laboratoires de recherche sur la région des Pays de la Loire, donc sur le site ligérien, autour du stockage à base de l'hydrogène. Donc ça, c'est vraiment important, afin d'augmenter la visibilité de la région sur ces thématiques-là. Il va permettre aussi, et ça c'est important, d'offrir un bon de test, de référence, sur l'énergie du futur, et particulièrement le stockage à base de l'hydrogène, pour les industriels. Par rapport au tissu socio-économique, ça c'est vraiment important. Et à terme, il permettra de créer un réseau d'excellence sur la thématique, que ce soit sur le plan local, national, européen et voire international. Alors les bancs de test, on en parlera dans un instant avec le CETIM, hein, bien entendu. Juste un mot, parce que vous avez bien compris que cette année, on parle beaucoup de ce débat, enfin, est-ce que c'est un débat en tout cas? Les deux solutions existent, moteur à combustion hydrogène et puis pile à combustible. En ce qui vous concerne, est-ce que vous avez un avis là-dessus, Malek Ganès? Oui, j'ai un avis personnel peut-être qui n'est pas partagé par tout le monde. On en a parlé tout à l'heure, moteur à combustion versus pile à combustible, et je rajouterai derrière moteur électrique, parce que c'est ça qui est comparé réellement, c'est pas vraiment le moteur à combustion et la pile à combustible, mais la pile à combustible associée au moteur électrique qui fait la propulsion. Alors récemment, il y a une annonce de l'Union européenne sur l'avenir du moteur à combustion. Ça se décide en ce moment, d'ailleurs. Le Parlement européen qui s'attaque au paquet climat, et donc qui envisage d'arrêter définitivement la commercialisation du moteur thermique à combustion d'ici à l'horizon 2035. Voilà, c'est ça, ouais. Pour essayer d'atteindre l'empreinte carbone nulle d'ici 2040-2050.
Voilà. Alors, le moteur à combustion, de mon point de vue, même s'il est alimenté avec de l'hydrogène, il brûle quand même certaines huiles résiduelles, on va dire. Donc, ce qui ne le rend pas complètement neutre en termes d'émissions de CO2. Il y a aussi le problème du rendement qui a été évoqué tout à l'heure. Donc, ils ont des rendements qui ne sont pas vraiment... voilà, qui sont faibles, mécanique, quoi, hein. voilà, effectivement. Et par contre, il y a des experts face à vous. Hein. Enfin, le docteur Ulrich, je crois qu'il pourrait faire un petit cours là-dessus sans trop de problèmes. Encore une fois, c'est un avis personnel d'un chercheur. Je ne travaille pas principalement sur les moteurs à combustion, loin de là. On a une activité qui, le laboratoire du Léa travaille principalement sur ces activités-là. Ils sont vraiment spécialisés dans le domaine. Alors, par contre, le système pile à combustible, comme je le disais, batterie, hybridation, pile à combustible, batterie, moteur électrique. Donc lui, par contre, il présente un bilan carbone qui est nul. Donc, pour moi, c'est un système qui est parfaitement adapté aux véhicules électriques, on va dire, légers, personnels. Voilà, donc ça, c'est un point de vue. Et aussi, ce qu'il faudrait dire par rapport à cela, c'est important. La pile à combustible associée aux véhicules électriques utilisant uniquement des batteries permet de remédier aux problèmes d'autonomie qui posent problème actuellement des véhicules électriques à base de batteries uniquement. Donc la pile à combustible va venir ramener ce que vous avez dit tout à l'heure, le principe du range extender, le prolongateur d'autonomie. Et je pense que c'est une solution qui est simple à mettre en œuvre et puis elle permet aussi d'offrir un compromis entre autonomie et coût. Un mot peut-être, Tony Prézot, du CEA Tech par rapport à ce débat finalement, parce qu'on a bien vu que ça se pose pour le bateau. Hein, donc, Ouais, je pense que je vais être assez d'accord avec mon voisin sur les solutions à terme. Après, il faut être très pragmatique à court terme. On a besoin de toutes les solutions. Si on prend une batterie aujourd'hui alimentée par de l'énergie électrique assez carbonée, avec une électrolyse, ou un hydrogène gris, le bilan est pas bon. Donc il faut combiner ces solutions. Il y a des solutions qui peuvent être à court terme via le moteur à combustion, et puis on travaille d'arrache-pied, et je pense tous autour ici, et puis dans toute la région et ailleurs pour optimiser les systèmes et les futurs systèmes. Mais là aujourd'hui, on a besoin de toutes les solutions maintenant. Et puis on va travailler pour améliorer les choses. Et je pense que le moteur à combustion à terme est condamné, mais il peut être utile sur certains usages à court terme. Alors, on va parler du SETI à présent en compagnie de Christophe Champenois. Vous êtes Monsieur Hydrogène pour ce grand projet financé par la région qui est AIMIT. Oui. Donc il s'agit bien d'offrir un centre d'ingénierie et également avec des bancs de test. Oui, tout à fait. Donc c'est bien le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques françaises. Donc on représente l'ensemble d'une filière qui est composée de nombreuses PME. Et donc on va trouver dans l'ensemble de la chaîne de valeur hydrogène. Et donc nous sommes très impliqués. Le conseil d'administration a décidé de lancer un nouveau centre. Et je serais tenté de dire en guise d'introduction par rapport à l'hydrogène, quel nouveau terrain de jeu? Quel nouveau terrain de jeu pour le monde de la recherche, pour le monde industriel. La décarbonation aujourd'hui redistribue les cartes à l'échelle planétaire. Nous avons, ça a été présenté, des échéances qui sont extrêmement importantes, c'est la vitesse de déploiement de solutions industrielles. Ça part de la recherche, ça passe par une montée en niveau de maturité, en TRL. On voit que l'hydrogène est un vecteur énergétique qui traverse l'ensemble des industries, et nous avons parlé ici dans le temple de l'automobile de beaucoup d'applicatifs. On a parlé de la navale. Je pourrais parler aussi du monde agricole, que l'on représente aussi et qui est très concerné et intéressé par la décarbonation avec des solutions de puissance importantes, mais aussi l'aéronautique. Et quand on parle de combustion versus pile à combustible,
Aujourd'hui, on a des courts courriers, des moyens courriers, des longs courriers. Aujourd'hui, General Electric Safran s'engage vers la combustion directe en hydrogène et nous n'en avons pas le choix. Toutes les solutions aujourd'hui doivent répondre à des applicatifs qui sont multiples. Et la combustion va prendre un peu de temps, elle va générer un peu de NOx. Je pense que la recherche est justement là pour arriver à réduire, optimiser, diffuser. Et dans ce contexte-là, le CETIM, en tant que centre technique, encore une fois, des industries mécaniques, a décidé de permettre cette accélération et cette montée en puissance et cette montée en compétence du tissu industriel. Donc à la fois par des solutions qui vont éclairer l'ensemble du tissu, parce que là on a des éminents représentants qui ont vu l'opportunité de la décarbonation avec l'hydrogène, mais nous avons à accompagner le plus grand nombre aujourd'hui vers ces solutions. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui se posent des questions, c'est quoi l'hydrogène? C'est quoi les risques pour mon métier? C'est quoi mes opportunités pour demain? Donc il nous faut les éclairer, il nous faut les former. Ils ont besoin de toucher du doigt ce que c'est en fait. Exactement. Et les accompagner et lever des barrières. Arriver à lever des barrières. Et ça passe, dans pas mal de cas, par une bonne compréhension de ce qui se passe au niveau des matériaux, revenir à des éléments fondamentaux. Et le CETIM est très présent aujourd'hui sur les caractérisations des matériaux, de tout type de matériaux, métalliques, composites, estomères, et on voit très bien que ces sujets-là aujourd'hui, quand on parle de sécurité, quand on parle d'optimisation de système, pour avoir des rendements qui sont supérieurs, pour avoir une économie globale qui soit réaliste et qui soit compétitive, il faut être en capacité de tester, de comprendre les matériaux, d'avoir des bases de données matériaux qui vont servir la réglementation. Il y a un combat réglementaire qui est extrêmement important à mener à l'échelle nationale et européenne, défendre notre industrie aussi par cette voie. Et donc, effectivement, le CETIM et son conseil d'administration a décidé de créer un nouveau centre de recherche et de développement de matériaux, de caractérisation de matériaux et d'équipements fluidiques, c'est-à-dire tout ce qu'on va trouver entre la production et les utilisations de l'hydrogène en particulier, et des composants différents composants gazeux, et de le faire sur la région ligérienne. Donc on va mettre en place ces nouveaux moyens. Alors, on parle pas from scratch. On a déjà des compétences avérées sur ces sujets-là. On connaît très bien les caractérisations des matériaux métalliques et composites en particulier. Il y a des coopérations à Nantes également, me semble-t-il. Aussi, on va l'évoquer rapidement, mais effectivement, tout ça s'inscrit dans un écosystème global. Et l'on va investir, on a décidé quand même d'investir 25 millions d'euros d'équipements en CAPEX, qui est inédit au niveau du CETIM. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire des machines qui vont être capables aujourd'hui de tester la durée de vie, le fonctionnement, la durabilité en fatigue des aciers fragilisés par l'hydrogène, des aciers, des composites, d'être capable de les tester dans le temps, d'apporter des cartes matériaux pour être capable d'optimiser des systèmes fluidiques, donc des réservoirs, des robinets, des pompes, enfin tous ces métiers aujourd'hui qui composent l'ensemble de la chaîne de valeur hydrogène, et d'apporter toutes ces données à tous ceux qui vont devoir développer de nouvelles solutions. Et ça, on veut le faire dans une échelle non pas au niveau de la recherche, parce que la recherche avance, et l'école centrale l'a très bien dit, et c'est des choses que l'on fait, on a des coopérations qui se font aussi avec l'ensemble du corps des chercheurs, mais d'arriver à les amener à un niveau industriel. Donc c'est-à-dire d'avoir des bases de données qui sont suffisamment conséquentes pour être suffisamment robustes et être capables, encore une fois, d'influencer et d'optimiser les systèmes. Si vous permettez, peut-être une petite réaction des uns et des autres. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée d'un centre d'ingénierie comme ça? Je ne sais pas, Karine, si vous voulez dire un mot. Oui, effectivement, c'est une chose qui est extrêmement intéressante. On a bien compris que de toute façon, il fallait mettre en place tout ce qu'on pouvait faire pour pouvoir avoir un plan et d'essayer de déployer de la recherche vers l'industrialisation. On voit ça à travers un certain nombre de projets. Et notamment nous, pour les acteurs du monde de la recherche, on est de plus en plus tourné vers l'applicatif. Et donc c'est vrai qu'avoir ce genre de centre avec qui on peut travailler main dans la main peut apporter un certain nombre de solutions, notamment pour nous aider, nous, à aller aussi chercher des fonds et aussi aller tester nos solutions. Et on faisait ça via des partenaires industriels, effectivement, mais si en plus on a des centres comme ça ligériens, effectivement, c'est très intéressant pour nous, quoi.
Tony Prézot, le CETIM et vous connaissez? On est voisins dans certaines de nos implantations, et puis il y a vraiment un effet écosystème. La commissaire parlait des vallées de l'hydrogène, mais il y a aussi des vallées de la recherche, on va dire, la complémentarité de nos moyens, de nos compétences. Enfin, aujourd'hui, on n'a pas les moyens justement de répliquer des moyens ou de faire la même chose, donc on a de plus en plus de collaboration. Alors après, je serais très content qu'on ait aussi des choses avec l'Université du Mans, et avec le CETIM, il y a une vraie complémentarité sur cette partie matériaux, et notamment avec les équipes qui sont à Grenoble. Donc on a des discussions pour aller encore plus loin là-dedans, et puis de pouvoir offrir aux industriels, parce que l'objectif, c'est vraiment d'offrir des solutions, d'offrir des données, d'offrir des moyens d'essai pour pouvoir vraiment apporter les solutions et se dire, voilà, ça va être fiable, les coûts vont être maîtrisés, on identifie toutes les problématiques, on ne va pas mettre des systèmes embarqués, que ce soit dans des courses ou sur des bateaux, si au bout de quelques kilomètres, tout s'arrête, quoi. Donc, Le site, il est choisi aujourd'hui? Alors effectivement, on a évoqué plusieurs options. Comme vous le savez, la mise en œuvre de l'hydrogène, faire des essais en grandeur importante à l'échelle 1, nécessite des exigences de sécurité qui sont importantes. Donc on a fait effectivement un choix, mais qui n'est pas encore totalement arrêté, mais qui sera ligérien de toute façon, hein, puisque l'on veut être en capacité d'avoir ce centre opérationnel à partir du premier trimestre 2023, hein, c'est-à-dire très très rapidement, donc de partir d'un bâti aujourd'hui qui est existant, hein, et que l'on va réaménager, adapter pour le rendre capable de faire l'ensemble de ces essais. Et nous avons lancé les investissements, je disais les 25 millions d'euros, il y a déjà un quart de ces investissements qui ont déjà été lancés, et dans un contexte aujourd'hui d'inflation, et d'inflation aussi sur les délais, on pousse pour être en capacité à avoir des équipements, et les liens effectivement que l'on a avec le CEA nous permet d'accélérer cette montée en compétences et cette accélération des modules d'essai, des outillages qui sont nécessaires, des protocoles d'essai qui sont nécessaires pour être aussi rapidement que possible en capacité à répondre à des besoins industriels clairs et précis, hein, que ce soit au niveau fondamental, c'est nécessaire, mais surtout sur la partie industrielle, hein. N'oublions pas que dans notre objectif commun, c'est d'arriver à faire un Made in France qui se lie, mais un Made in France qui gagne, un Made in France qui fait des emplois. Hein, on l'a peut-être pas encore insisté, la compétition est engagée, la compétition est déjà très forte à l'échelle européenne déjà, à l'échelle mondiale aussi, et cette assemblée, il faut qu'on arrive à se lier encore plus vite, et arriver à des solutions qui sont différenciantes. Et le cas de Christophe Gossin est extrêmement éclairant sur des initiatives qui peuvent être prises. Le cas de Life l'est aussi, hein, c'est-à-dire d'arriver à avoir des startups à un moment qui arrivent à monter à un certain niveau de taille industrielle, et qui arrivent à avoir une réponse globale à l'échelle planétaire et de prendre des parts de marché. C'est notre rôle, nous, scientifiques, techniques, dans ce défi de décarbonation de l'industrie et de la mobilité lourde. Alors vous le savez, Jules Verne parlait d'hydrogène il y a très longtemps déjà. On va rejoindre justement quelqu'un qui travaille à l'IRT Jules Verne à Nantes. Il est en ligne avec nous. Il s'agit de Thomas Panolier. Si la communication est bien là, vous allez parler avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour. On va parler du projet Nomade qui concerne le stockage d'hydrogène liquide. Oui, donc vous m'entendez? Impeccable. Ok, super. Donc bonjour à tous, merci pour l'invitation également. Donc oui, à l'IRT, on a lancé un projet récemment qui s'appelle Nomade, qui a pour objectif de développer des solutions d'isolation pour des réservoirs à hydrogène liquide, et également associer à ces solutions d'isolation les procédés pour les mettre en œuvre, et qui permettront de garantir des performances thermiques de ces réservoirs, tout en s'assurant que la masse et le volume de ces réservoirs n'augmentent pas et restent optimisés. Alors peut-être un petit mot déjà pour dire pourquoi il faut travailler sur l'isolation des réservoirs. L'une des principales problématiques lorsqu'on fait du stockage à hydrogène liquide, c'est la problématique de boil-off. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on maintienne l'hydrogène liquide à une température cryogénique, donc moins 250 degrés à peu près,
Mais malheureusement, on n'a pas de solution aujourd'hui qui nous permette de faire en sorte que l'hydrogène ne se réchauffe pas. Donc naturellement, l'hydrogène va se réchauffer et en se réchauffant, il va se vaporiser et devenir gazeux. Voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de boil-off. Et tout l'intérêt finalement, ça va être de développer des solutions d'isolation optimisées qui vont permettre de maintenir cet hydrogène liquide à l'état liquide le plus longtemps possible. Donc pour ça, on va développer différentes briques technologiques, voilà, en s'appuyant sur différents partenaires académiques et industriels. L'une des premières, ça va être la modélisation thermique et thermodynamique de ces réservoirs, dans le but, du coup, justement, d'optimiser les performances thermiques d'isolation de ces réservoirs en les rendant le plus léger possible et le moins volumineux possible. Ensuite, l'idée, c'est également d'optimiser cette architecture d'isolation. Et puis, tout ce qui va être procédé de mise en œuvre de ces isolants associés. Voilà, comment on va automatiser ces solutions d'isolation pour les rendre compatibles de cadences industrielles et de contraintes industrielles. Et puis, une fois qu'on a mis en place ces situations, il va falloir assembler, on va dire, les réservoirs. Donc, on va retrouver tout ce qui va être solution d'assemblage, le soudage, etc. Et puis, une fois qu'on a mis en œuvre ces isolations, les dernières briques qu'il va falloir qu'on développe, ça va être comment on contrôle de façon non destructive ce qu'on a fabriqué. Voilà. Et s'assurer que ce qu'on a fabriqué, c'est bien conforme aux spécifications de nos partenaires industriels. Thomas, on sait que l'hydrogène liquide, la première application, historiquement, ça a été pour les fusées, pour les lancements, naturellement. Dans votre région à Nantes, il y a quand même Airbus qui a monté un centre de recherche zéro émission. On peut imaginer que ça les intéresse également. Oui, effectivement. Donc, ce premier projet Nomade, là, il est multifilière. Donc, on adresse la filière du camion, la filière du naval et puis bien entendu la filière aéronautique. Donc Airbus est l'un des porteurs du coup de ce projet et on travaille notamment avec l'un des centres de développement zéro émission, donc ils appellent ZEDDC qui est basé à Nantes, donc sur le site d'Airbus Nantes. Et l'objectif de ce centre, c'est de développer et de fabriquer les futurs réservoirs cryogéniques métalliques pour les avions Airbus. Et je pense que tout à l'heure, on parlait d'écosystème de R&D et je pense que c'est vraiment important justement le fait là d'avoir ces différents partenaires comme les partenaires académiques, l'école centrale qui est présent, le CETIM, le CEA, avec qui on travaille notamment sur ce projet Nomade, qui permet également, je pense, qui a permis également à Airbus de se dire que le Nantes était le bon endroit pour installer ce centre de recherche zéro émission au vu de l'écosystème de R&D que la région ligérienne pouvait apporter. Merci. Peut-être réaction de Tony Prézot. On sait que historiquement, l'IRT Jules Verne, son point fort, ce sont les matériaux composites. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai connu. On parle sur ce projet-là d'un réservoir qui va être métallique, mais il y a aussi des réservoirs composites. Et il y a vraiment, comme le disait Thomas, merci, le fait d'avoir cette proximité, c'est pas négligeable. On a des acteurs comme Airbus ou Daher qui sont juste de l'autre côté du rond-point et même de l'autre côté de Nantes après, si on parle de Centrale ou du CETIM. Et il y a vraiment cette synergie qui est importante. Et comme on vient de le voir, on n'est pas sur des problématiques théoriques. On est vraiment sur... je pense que c'est tout à l'heure Nicolas Bulot qui le mentionnait, les réservoirs, il va bien falloir les positionner, il va falloir leur donner des formes qui sont peut-être à sortir du cylindre, et ces formes-là, il va falloir les caractériser, il faut les produire de façon industrielle fiable, il faut savoir les caractériser, et tout ça, on essaie d'empiler les moyens avec le soutien de la région des Pays de la Loire qui nous soutient et qui soutient d'autres des acteurs autour de cette table. Et vraiment d'avoir cet ensemble de moyens, ça fait vraiment une synergie et une accélération. Donc dans l'écosystème, on peut quand même citer qu'il y a un énorme projet qui est
porté par Airbus, supporté par le CORAC, qui s'appelle Stoic, stockage d'hydrogène cryogénique, et effectivement qui est développé en grande majorité sur l'écosystème nantais, donc sans reformuler ce qui a déjà été dit au Technocampus Composite, mais dans lequel je peux citer que le CETIM est totalement associé, notamment sur le développement de l'ensemble de la solution en composite, puisqu'on sait bien que dans l'aéronautique, la masse est une donnée extrêmement importante, et si l'hydrogène liquide à transporter n'est pas aisé en soi, le faire aussi avec des matériaux qui sont légers et particulièrement résistants ne l'est pas non plus. Et donc on est bien avec le technocentre d'Airbus, le Zero Emission Development Center, on est bien dans cette logique globale de système qui s'apparente effectivement à une vallée de l'hydrogène assez active aussi pour servir la filière aéronautique qui a ses propres challenges. Merci. On va terminer par le dernier exemple. Le projet s'appelle MOST H2 et donc en France, il est porté par l'Université du Mans. On va en parler avec vous, Karim Adil. Ça revient donc à du stockage solide. Oui, c'est ça. Sous forme de monolithe, si j'ai bien tout compris. Oui, exactement. En fait, le projet donc fait intervenir 14 partenaires industriels et académiques au niveau européen. Alors en fait, on est parti du constat que on a besoin d'un cylindre de 125 litres pour stocker 5 kg d'hydrogène à une pression de service de 700 bars. Et donc nous, là, notre objectif, c'est à la fin de faire des cylindres de 10 litres pour toujours stocker 5 kg, mais cette fois-ci à une pression de service de 100 bars. Donc vous l'aurez compris, on va diminuer le volume, on va diminuer la pression de service pour avoir la même quantité. Et pour atteindre ces métriques, en fait, l'idée, c'est qu'on utilise une nouvelle génération de matériaux qu'on développe au Mans, qui s'appelle MOF, donc pour Metal Organic Framework. Donc, en fait, ce sont des matériaux qui sont poreux, qui ont des très, très grandes surfaces spécifiques, plus de 6000 mètres carrés par gramme. En gros, si vous avez 1 gramme de matériaux et que vous allez chercher à accéder à toute la surface disponible, vous pouvez recouvrir un terrain de football. Donc en fait, on a du mal à imaginer ça, 1 gramme, un terrain de football. Moi, j'avoue que mentalement, là, j'ai un petit peu de mal. Effectivement, c'est difficile à se représenter, mais en fait, ça offre beaucoup de possibilités. Donc, c'est des matériaux qu'on utilise nous au Mans pour différents types de différents types d'activités, notamment la capture du CO2 et ainsi de suite. Mais pour le stockage d'hydrogène, ça fonctionne aussi très très bien. Donc en fait, on va mettre ça en forme sous forme de monolithe. Et puis on va remplir notre cylindre. Alors on a aussi des partenaires qui travaillent sur la conception du cylindre, le poids du cylindre, les matériaux et ainsi de suite. On va vraiment du matériau, donc qui est développé au Mans, qui est fabriqué au Mans, c'est notre expertise, jusqu'au cylindre. Et on a des partenaires comme Italfer, qui est une société d'ingénierie ferroviaire italienne, qui fait partie du consortium et qui est aussi très intéressé par ces solutions-là. Les applications, ça pourrait être le train, par exemple? Oui, c'est ça. Alors, en première partie, c'est ce qu'on vise. Alors, on a une grosse discussion là-dessus, mais bon, pour l'instant, avec nos différents partenaires, on vise le train. Et les mobilités lourdes, on verra ça après. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver au bout de 4 ans à ce petit cylindre de 10 litres, et puis d'essayer de voir comment on peut implémenter ça. Très bien. Peut-être une petite réaction, Jérôme Degnoux. Bon, vous avez parlé tout à l'heure de votre chaire industrielle. Ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas entendu. On voit qu'il y a énormément de projets et surtout des bancs de tests qui sont mis à disposition d'autres partenaires. Quel regard vous portez sur cet écosystème Pays de la Loire? Oui, très important. En tout cas, c'est passionnant d'entendre les différents intervenants. Alors les moyens d'essai, évidemment, nous on en a besoin également. On parle de mégawatts d'utilisation pour vérifier que nos machines fonctionnent correctement. Donc on a besoin aussi de pouvoir compter sur des partenaires locaux ou régionaux. Donc ça c'est très important. C'est d'ailleurs ce que, à travers la chaire, on essaye de mettre en place avec le laboratoire IRENA à Nantes. Je voudrais juste compléter, parce que moi j'ai le regard vraiment industriel, on entend des chercheurs ici. Moi ce que je note en tout cas sur la chaire, donc cette solution régionale qui permet de créer un partenariat avec l'industriel est vraiment un très bon vecteur pour développer et en tout cas décomplexer. Moi c'est comme ça que je le vois en tant qu'industriel, décomplexer nos innovations lorsque nous sommes des groupes à taille humaine, des ETI, c'est notre cas, Comeca.
où évidemment on parle de 1200 personnes, avec une échelle d'innovation à cette taille-là. Et donc de pouvoir compter sur des systèmes comme les Chaires pour accélérer nos innovations, c'est pour moi en tout cas, par rapport à notre activité, un accélérateur, et pouvoir demain avoir des solutions innovantes, et encore une fois à notre échelle, sur nos machines, nos convertisseurs de puissance. Très bien. Tony Prézo, est-ce qu'on peut parler équipe de France, c'est un terme un petit peu galvaudé, mais enfin en tout cas, est-ce que vous avez le sentiment que ça travaille en équipe au sein de ce tissu académique et même avec les entreprises pour faire de la recherche jusqu'à l'industriel? J'espère qu'après cette table ronde et après cette journée, tout le monde en sera convaincu, mais en tout cas, il y avait vraiment ce travail qui se fait, d'avoir la complémentarité des moyens. Et puis, merci d'avoir mentionné, on parle beaucoup des Airbus, des grandes entreprises. C'est vrai qu'il y a tout un tissu dans le maritime. Il y a une grande partie de PME, de petites ETI. Et le fait d'avoir ces différents moyens qu'on a mentionnés aujourd'hui, c'est d'abord pour eux de pouvoir être en proximité, de pouvoir leur offrir ces moyens, et qu'il n'y ait pas de barrière mentale en se disant de toute façon ça c'est pour les grands groupes. Il faut dans le tissu industriel, il faut vraiment toute cette complémentarité. Et puis notre objectif, c'est d'essayer de présenter ces moyens et puis de dire voilà, ils sont accessibles et on peut faire des projets dessus. Donc l'équipe France, je pense, et je vois France Hydrogène au premier plan, voilà, l'équipe France est bien armée, est bien disponible, et bien connectée aux industriels. Donc venez nous rencontrer et on peut faire des belles choses ensemble. Et ainsi s'achève cette table ronde de recherche. Merci à tous nos intervenants.